de carbone, 80% de nos émissions de carbone se situent sur notre volet externe. Donc, par rapport aux matériaux que l'on utilise, par rapport aux critères de nos clients, etc., etc. Mais ce sont parfois des critères qui ne dépendent pas de nous. Et c'est pourquoi nous cherchons à être actifs sur ce volet-là. Sur le prochain point. Voilà. À propos de Make Sense également, je ne sais pas si Seydina est là pour en parler. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais prendre le relais pour Make Sense. Donc, tu peux aller sur l'autre slide. Donc, bonjour à tout le monde. Pour Make Sense Africa, c'est une organisation panafricaine. Donc, nous accompagnons des citoyens, des entrepreneurs passionnés et aussi des organisations visionnaires et qui veulent tous ensemble résoudre les défis du 21e siècle. Donc, au niveau de Make Sense, nous croyons à une chose, c'est-à-dire que si on arrive à mettre en commun 10% des citoyens, des organisations, des associations, et tout ce qui est organisme étatique, donc tous ensemble, nous pouvons créer un changement systémique qui pourra permettre d'avoir une Afrique durable, résiliente et surtout inclusive, qui pourra permettre d'atteindre les 17 objectifs de développement durable. Slide suivante. Et justement... Voilà. Et ce qu'on fait exactement, nous avons trois choses. Nous avons développé des outils de design thinking qui permettent de définir déjà les problématiques liées à ces différents objectifs et aussi à trouver des solutions. Donc, c'est du design thinking. Donc, plusieurs personnes se mettent en commun dans un atelier d'intelligence collective pour trouver les soucis. Nous faisons aussi des formations pour les organisations pour qu'ils passent à des organismes 3.0. Et aussi, dernière chose, nous accompagnons des entrepreneurs qui ont des projets à impact à les mettre en place et à se développer en Afrique. C'est bon. Très bien. Merci beaucoup, Célina. Donc maintenant, nous allons passer, c'est un tout petit peu long, désolé, le passage de slide. Je ne sais pas pourquoi ça fait. Hop là. Tout petit souci technique. C'est bon. Donc, en partie 1, donc on va regarder quelles sont les causes du dérèglement climatique. Tout d'abord, on va regarder un petit peu comment ça se passe entre le Soleil et la Terre. Les radiations solaires traversent l'atmosphère sous forme d'ondes lumineuses. À partir de là, la plupart de ces radiations sont absorbées par la Terre et réchauffent la Terre instantanément. Mais ce n'est pas suffisant pour conserver une température qui nous permettrait, nous, d'exister en tant qu'hommes et d'autres formes de vie d'exister, parce que la température serait malheureusement trop froide sur le long terme, en moyenne à moins 30 degrés. Donc, une fois que ces radiations sont absorbées par la Terre et qu'elles sont absorbées par la Terre réfléchit vers l'espace une partie de cette énergie sous forme d'ondes infrarouges. Une fois que ces ondes infrarouges sont réfléchies, une certaine partie d'entre elles sont capturées à la surface de l'atmosphère afin de pouvoir réchauffer durablement l'atmosphère terrestre. Et c'est ce mécanisme que l'on appelle l'effet de serre. Ce mécanisme qui donc permet de réchauffer l'atmosphère durablement. Il faut bien comprendre que ce phénomène naturel, donc l'effet de serre, on en a besoin, ne serait-ce que pour survivre en tant qu'humain. Le problème, cependant, c'est que chaque année, nos émissions humaines de gaz à effet de serre rajoutent une certaine couverture de gaz à la surface de l'atmosphère. Parce que si on revient sur ce slide, vous voyez qu'il y a une petite couche transparente qui encercle la planète Terre. Et cette couche, c'est une couche de gaz à effet de serre. Donc, on a besoin d'une certaine quantité de gaz à effet de serre qui nous permettent d'emprisonner ces rayonnements infrarouges à la surface de la Terre et donc de réchauffer durablement l'atmosphère. C'est l'effet de serre. Le problème, c'est que donc chaque année, on rajoute une couche de gaz, ce qui fait que la Terre finit par étouffer. Au lieu d'avoir un rayonnement infrarouge qui est bloqué, là, on en a deux qui sont bloqués à la surface de la Terre. Donc, il y a une surchauffe. Ce
qui est assez logique. Si on a froid, qu'on met une première couverture, une deuxième couverture, une cinquième couverture, on finit par étouffer. Et là, c'est la même chose. La Terre étouffe sous nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce réchauffement climatique, en pratique, ça fait que nous sommes déjà à une augmentation de température de 1,2 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui conduit à une augmentation des températures au niveau des océans, du sol, de l'atmosphère, et que si rien ne change, la température aura augmenté de 2 à 5 degrés d'ici 2100. À noter, pour avoir un ordre d'idée, qu'à moins 5 degrés, la Terre était recouverte de glace. Donc, ça peut paraître très, très faible, mais ces variations de température ont des conséquences catastrophiques, comme on commence déjà à le voir avec les conséquences du réchauffement climatique, qui sont du coup ce qu'on appelle le dérèglement climatique, à travers une hausse des inondations, à travers de l'érosion côtière, la fonte des glaces, etc., etc. La Terre a connu des épisodes de dérèglement climatique, mais la grande différence, c'est qu'on note une accélération inédite due à ces émissions humaines. Parce que, comme on nous dit souvent d'ailleurs parfois en formation, c'est que voilà, ces épisodes, on les a déjà connus. Mais là, la différence, c'est que c'est la rapidité du changement, c'est l'intensité du changement et surtout, c'est l'origine du changement, à savoir nous. Le GIEC, qui est un organisme de l'ONU qui rassemble des scientifiques du monde entier, qui produit les données les plus fiables en termes de dérèglement climatique, nous alerte depuis plusieurs décennies déjà et a rendu un rapport le plus récent en août 2021, où il nous alerte sur le fait que la concentration de CO2 dans l'atmosphère atteint son record depuis 2 millions d'années et que la montée du niveau de la mer est à son niveau le plus rapide depuis 3000 ans. Et surtout, que le doute sur le lien entre les activités humaines, les gaz à effet de serre et le dérèglement climatique n'est plus permis. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de comprendre c'est quoi un gaz à effet de serre et surtout quelles sont les activités qui émettent le plus des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, il y en a une bonne diversité que l'on regroupe souvent sous la terminologie de carbone pour un petit peu faciliter la discussion. Mais ce sont des gaz émis dans l'atmosphère qui participent au réchauffement climatique. Et actuellement, ce sont les gaz à effet de serre émis par les activités humaines, donc qui participent le plus à l'accélération du réchauffement climatique. On retrouve le carbone, le CO2, qui est le gaz qui est le plus émis par les activités humaines, suivi par le méthane, le CH4, le protoxyde d'azote, la vapeur d'eau aussi, est un gaz à effet de serre, les gaz industriels, le soufre, l'azote. Mais il faut bien savoir que ces gaz-là n'ont pas le même potentiel de réchauffement. Notre donnée de référence, notre unité de référence qu'on utilise, c'est le CO2. Mais le CH4, le méthane, a un potentiel de réchauffement qui est 4 fois plus rapide que le CO2. Et le problème, c'est que si on n'agit pas suffisamment rapidement, il va y avoir des boucles, on va dire, un petit effet pervers qui va se déclencher parce qu'on note, notamment en Arctique, qu'il y a des bulles de méthane en fait, qui sont emprisonnées dans la croûte terrestre et qui sont emprisonnées par une couche de glace, de permafrost, qui ne fond jamais. Et actuellement, du fait du réchauffement climatique, cette couche de glace est en train de fondre. En fondant, elle libère des bulles de méthane qui réchauffent encore plus rapidement la planète, et qui accélèrent le réchauffement climatique. Donc, il faut faire très attention à ces boucles de rétroactivité. Maintenant, excusez-moi, petit bug du fait. Merci pour votre patience. C'est bon, c'est parti. Donc, en sachant que ce sont les énergies fossiles qui sont au cœur de ces émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est un stock de carbone, notamment on va dire des organismes qui ont été fossilisés pendant des millions d'années et qui relâchent leur carbone dans l'atmosphère de par la combustion. Et donc, les principales sources de gaz à effet de serre, c'est à travers le pétrole, à travers le charbon et à travers le gaz. Maintenant, si on regarde un petit peu nos consommations énergétiques, on a fait un petit focus sur l'Afrique par exemple, les habitants africains consomment 3,2% de la consommation mondiale en énergie. Ce sont des chiffres de 2017.
Le continent fournit 19% de la production mondiale des énergies fossiles. Et près de la moitié de la population du continent est sans accès à l'électricité. Donc, ça veut dire qu'il va falloir quand même améliorer l'accès à l'électricité en Afrique, mais tout l'enjeu est de ne pas basculer sur des énergies fossiles. En utilisant les alternatives en énergie renouvelable et en réduisant les consommations inutiles. Ça, de manière globale. En sachant qu'il y a du potentiel autour de nous. 1 heure d'ensoleillement à la surface de la Terre est suffisante pour alimenter la consommation d'énergie de l'humanité sur 1 année. Donc, c'est clairement un potentiel qui est sous-utilisé. Mais à côté de ça, on sait aussi que le solaire produit de nouveaux types de déchets. Donc, la solution sera dans tous les cas dans l'amélioration incrémentale de ce type d'innovation. Et on a déjà aujourd'hui des générations de panneaux solaires, par exemple, qui sont mieux recyclables que les premières générations de panneaux solaires. Donc, on n'a pas le choix, on a besoin d'avoir un accès à l'électricité, dans certaines régions du monde, d'améliorer cet accès à l'électricité, mais il nous faut absolument basculer sur des sources d'énergie renouvelables, en sachant qu'on a en effet le solaire, on a l'éolien aussi, on a le biogaz qui permet de réutiliser ces déchets organiques qui, de toute façon, lorsque, par exemple, on mange une pomme, son épluchure de pomme, en se décomposant, va émettre du méthane. Ou va émettre plutôt d'autres gaz à effet de serre. Donc, dans tous les cas, ça va contribuer aux émissions de gaz à effet de serre. On a besoin de manger. Donc, autant réutiliser ces émissions dont on ne peut pas se passer pour aller vers, par exemple, un biométhaniseur qui va nous fournir un accès à l'énergie plutôt que d'importer de l'énergie, par exemple, via du gaz fossile. On a aussi des technologies de charbon bas carbone qui se développent en utilisant, par exemple, des résidus agricoles. En sachant bien sûr que ces solutions ne sont pas toutes parfaites et aussi bien que le meilleur déchet, le déchet qu'on ne produit pas, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas également. Mais pour produire cette énergie, voilà plutôt les recommandations. Maintenant, on va essayer de regarder comment est-ce que moi aussi, vous aussi, participons au réchauffement climatique. Parce qu'on retrouve les énergies fossiles dans notre vie quotidienne, que ce soit à travers les transports, que ce soit à travers le numérique, on n'en parle pas souvent, mais le numérique a un très fort impact carbone qui représente entre 4 et 8% des émissions carbone au global et qui ne cesse bien entendu de croître. Au niveau du bâtiment également, on considère qu'un tiers des émissions de carbone sont issues des consommations des bâtiments. Au niveau de l'agriculture aussi, car les pesticides sont des gaz à effet de serre. Encore une fois, la solution, il ne s'agit pas de dire du coup on va arrêter de manger, on va arrêter d'utiliser notre ordinateur, on va arrêter de se transporter d'un lieu à un autre. Non, mais c'est de le faire intelligemment, en sachant que des actions sont à notre portée. Par exemple, si on prend l'exemple du Sénégal, en construisant un bâtiment en béton, le béton a une faible inertie thermique, c'est-à-dire qu'il va laisser passer la chaleur très facilement. Il ne va pas la bloquer à l'entrée. Ce qui fait que dans on va dire la vie de notre bâtiment, la chaleur va rentrer et nous allons donc avoir besoin d'utiliser de la climatisation. Alors que si on passe plutôt sur des constructions en terre, cuites ou crues, ces bâtiments ont une meilleure inertie thermique et vont donc bloquer plus durablement la chaleur. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas rentrer, mais elle va rentrer beaucoup plus lentement. Et donc, ça va nous permettre de réduire drastiquement nos consommations énergétiques liées à nos climatiseurs, par exemple. En sachant que les climatiseurs sont très énergivores et sont des gaz fluorés qui, comme on l'a vu plus tôt, ont un potentiel de réchauffement qui est 2800 fois plus puissant que le CO2. Et en sachant également que dans la durée de vie d'un climatiseur, il y a du gaz fluoré qui naturellement s'échappe. D'autres actions sont à notre portée en nettoyant régulièrement son cloud, sa boîte mail, en n'envoyant pas de mail avec pièce jointe quand on peut l'éviter et plutôt rebasculer vers des conversations communes, en débranchant ses appareils en veille la nuit, en maximisant le covoiturage, les transports en commun dès que possible, en réduisant sa consommation de plastique, gourdes, pailles, sachets d'eau, en éteignant systématiquement les lumières en sortant, les climatiseurs, etc., en réduisant l'utilisation de la climatisation, en venant avec des vêtements plus légers les jours où il fait chaud, par exemple,
ou alors en venant avec des vêtements un peu plus solides lorsqu'il fait froid. Ça paraît tout bête, mais ce sont des petits réflexes qui peuvent nous permettre d'avoir des comportements bas carbone. En ne regardant pas nos vidéos en haute qualité, par exemple. On peut regarder nos vidéos, bien entendu, mais en moins bonne qualité, car la bande passante monopolise beaucoup d'énergie. Et surtout, que ce soit pour le cloud, que ce soit pour les vidéos, elles sont stockées sur des serveurs qui sont extrêmement énergivores. Et on l'a vu, l'énergie est à la source des émissions de gaz à effet de serre. Et aussi et surtout, parler du dérèglement climatique autour de vous. Car des études ont été faites sur le sujet, on a tendance, si on est sensible au sujet du dérèglement climatique, à ne pas en parler, par peur de casser l'ambiance, par peur de ne pas être suffisamment expert sur le sujet ou d'autres considérations. Alors que pourtant, c'est en n'en parlant pas qu'on bloque la discussion et qu'on bloque l'action surtout. Et on croit beaucoup à l'influence par capillarité, c'est-à-dire qu'on est tous impactés par des personnes que l'on apprécie ou que l'on admire. On est tous nous-mêmes appréciés et admirés par des personnes autour de nous. Ça signifie que nous avons un potentiel d'influence autour de nous que l'on sous-estime et que l'on sous-utilise malheureusement. Excusez-moi, en fait, à chaque fois que j'accueille une personne sur le Zoom, ça me bloque pour faire avancer mes slides. C'est pourquoi il y a un petit temps d'attente. C'est bon, je suis déjà en train de les ajouter. Oh, super, merci Céline. Pas la peine de déranger. Ok. Une autre action à notre portée, c'est de réduire nos déchets, sachant que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Si on regarde la décharge de Mbobus, c'est 1 million de tonnes de déchets par an. La superficie de Mbobus est de 114 hectares, soit plus de 160 terrains de foot. Mais quelque part, derrière Mbobus, c'est nous. C'est nous qui consommons ces déchets-là. C'est nous qui les rejetons. Et donc, réduire nos déchets, c'est aussi une action bas carbone. Pourquoi ? Quel est le lien entre nos déchets et le réchauffement climatique ? Les déchets contribuent au dérèglement climatique dès la phase de production, parce que pour produire un produit qui va devenir un déchet, il faut de l'énergie, que ce soit pour produire le matériau, pour assembler les matériaux et pour transporter les matériaux d'un point A au client. Ensuite, au niveau de la destruction des déchets, une fois que les déchets sont en fin de vie, s'ils sont brûlés, comme c'est le cas, ou même si jamais ils sont laissés dans la nature, ça veut dire qu'ils finissent par être ingérés. Avec, comme on peut le voir, des êtres vivants qui finissent par avoir une durée de vie beaucoup trop courte parce qu'ils ingèrent nos déchets. Donc, réduire nos déchets, c'est une action bas carbone très, très forte. D'ailleurs, je vois qu'on a la chance d'avoir l'UCG avec nous. Merci d'être présent. Et on sent aussi une accélération cette dernière année par rapport à la gestion des déchets à Dakar. Le son n'est pas clair. D'accord. Très bien, très bien. Je me rapproche du micro. Et si vous ne m'entendez toujours pas, n'hésitez pas à le dire dans le chat. On va faire un point rapide sur la déforestation aussi, parce que la déforestation les arbres sont un puits de carbone très très fort qui permettent donc de capter des émissions de gaz à effet de serre. Et on observe par an au Sénégal 40 000 hectares de forêts sénégalaises qui sont perdues. Ça représente une perte en termes de PIB, ça représente une perte en termes de biodiversité, d'augmentation de la chaleur, etc. Là encore, parfois, on n'est pas totalement, on ne voit pas l'arbre coupé sous nos yeux, mais il n'empêche qu'on a aussi une influence. On a une influence dans nos choix de consommation. Si on a la possibilité de passer d'une alimentation, par exemple, on utilise beaucoup de viande, en sachant qu'il y a beaucoup de viande qui, en fonction de là où on se trouve, je crois que là, on a un public un peu international, donc surtout au niveau européen, je crois, il y a beaucoup de viande qui est importée du Brésil.
Et au Brésil, on sait qu'il y a de la déforestation pour pouvoir voilà, laisser de la place au pâturage parce que on consomme de plus en plus de viande, beaucoup plus que la terre ne peut le soutenir. Donc ça, c'est une action bas carbone, par exemple. Une autre action, ça va être d'aller vers du charbon bas carbone plutôt que du charbon de bois, etc., etc. Donc la déforestation est malheureusement un fléau qui a un impact très fort sur le dérèglement climatique. Cédina, je peux te laisser faire rentrer Augustin Raymond Ndiaye, s'il te plaît. C'est fait. Merci. En partie 2, nous avons donc les conséquences du dérèglement climatique. En sachant que le réchauffement est un phénomène mondial. En Australie, Canberra a battu son record historique de température avec 44 degrés le 4 janvier 2020. Aux Philippines, c'est un typhon qui a sinistré 4 balles au gant en faisant 500 000 sinistrés qui se sont retrouvés dans une situation très précaire en risque de mort. Il faut bien avoir en tête que le réchauffement climatique tue, que ce soit par ces sinistres, comme d'ailleurs on a pu le voir récemment, que ce soit à New York, que ce soit en Belgique, que ce soit aussi au Sénégal, notamment l'année dernière, ou que ce soit par des déplacements de population. Au Ghana, le Ghana a établi un record historique de température à 44 degrés le 6 avril 2020. En Europe, 2019 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Belgique et le Luxembourg, ont établi des records historiques de température maximale. Il y a des zones qui étaient en stress hydrique où on a dû demander aux populations de réduire leur consommation en eau, il me semble sur le chemin de la Loire. En Russie, pardon, une question ? En Russie, le thermomètre a grimpé à 38 degrés. C'était une première à cette latitude et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le danger déjà c'est de dérégler l'écosystème et en plus de ça c'est d'accélérer le réchauffement climatique à travers la libération de fortes quantités de méthane qui sont bloquées à la surface de la Terre. Aussi, il faut bien avoir en tête que 93% de la chaleur supplémentaire causée par la pollution humaine qui réchauffe la planète est emmagasinée dans les océans. Et on le sait, que se passe-t-il lorsqu'on réchauffe de l'eau? Elle s'évapore. Ce qui fait qu'on accélère le phénomène naturel du cycle de l'eau et donc on accélère le phénomène des précipitations. Il y a de plus en plus d'évaporation qui se transforment ensuite en précipitations qui reviennent certes vers la mer, mais surtout, le fait est que lorsque l'évaporation crée des nuages, la pluie n'intervient pas à l'endroit même où l'évaporation a eu lieu. Les nuages se déplacent. C'est ce qui fait que dans une année 1, on peut avoir une sécheresse catastrophique dans un pays X, et dans une année 2, on peut avoir une inondation dans ce même pays X. C'est pourquoi on parle réellement de dérèglement climatique. Et c'est pourquoi on a pu observer des inondations catastrophiques l'année dernière au Sénégal, des inondations catastrophiques cette année à New York, en Allemagne, etc. Quelles sont les conséquences de cette perturbation du cycle de l'eau? Des inondations, des typhons, comme là un autre exemple avec le Bangladesh, qui a connu en 2020 un typhon qui a anéanti des récoltes, là encore avec des personnes qui sont en risque de mort. Malheureusement. À Dakar, au Sénégal, l'année dernière, on a connu un record de pluie lors de l'hivernage, la saison des pluies 2020, avec une saison des pluies qui s'est abattue en 24 heures. Quelques images que je vous mets là. Et en sachant d'ailleurs aussi sur ce point, j'y reviendrai plus tard, ces inondations, voilà, un autre exemple avec les États-Unis. Un autre phénomène qui est issu de ce réchauffement, c'est que l'eau, sous l'effet de la chaleur, elle s'évapore, certes, mais elle se dilate également. Donc, ça veut dire que l'eau prend plus de place, ce qui justifie
l'élévation du niveau de la mer. Donc, il y a deux phénomènes qui sont à l'origine de l'élévation du niveau de la mer, la dilatation de l'eau du fait du réchauffement climatique, mais également, bien entendu, la fonte des glaces. Et en montant, cette eau accélère le phénomène de l'érosion. Il faut bien comprendre que le phénomène de l'érosion côtière, au même titre que celui des gaz à effet de serre, au même titre que celui de l'accélération de la perturbation du cycle de l'eau, ce sont des phénomènes naturels à la base. Mais là où on vient les dérégler, c'est qu'on vient les accentuer. Au Sénégal, c'est un mètre de côte qui est perdu tous les 5 ans. Et ce sont des chiffres qui n'ont pas été actualisés, il me semble, depuis 5 ans, ou du moins que je n'ai pas retrouvé sous une version un peu plus récente. Ça, ce sont quelques images de traits de côte sénégalais au niveau de Saint-Louis, de Gorée et de Bargny. Ce qui met, encore une fois, les habitants sur le trait de côte en risque, en situation de précarité, etc. Une des conséquences aussi du dérèglement climatique, c'est la perturbation de la qualité de l'air, comme on a pu le voir à Dakar en janvier 2020 ou à Paris en décembre 2016, et en d'autres régions du monde, ce qui a des externalités négatives, des coûts cachés en termes de maladies. On augmente fortement on observe une forte augmentation de la quantité de, on observe une forte augmentation du nombre de personnes atteintes par l'asthme et par d'autres maladies respiratoires et d'autres coûts cachés qui parfois on ne peut pas forcément identifier, avec une perturbation sur la biodiversité, etc. Une autre conséquence, c'est également la sécheresse. On a beaucoup parlé de l'eau et du fait que ça perturbait le cycle de l'eau, mais bien entendu, le réchauffement climatique aboutit à une sécheresse à travers les sols qui se réchauffent également. L'évapotranspiration, à travers l'évapotranspiration des plantes, c'est-à-dire que les plantes ne peuvent plus totalement retenir l'eau dont elles ont besoin, un assèchement des terres, une baisse de récolte, parce que les pluies sont plus intenses, mais de courte durée. Ce qui fait que pour les agriculteurs, ça ne leur permet pas d'avoir un rendement qui soit suffisant. Et de manière globale, on observe une baisse de la pluviométrie de 300 mm d'eau en 10 ans. Ces baisses de rendement céréalier touchent aussi bien le blé, le riz, le maïs. Alors, petite private joke pour le Sénégal, sans céréales, comment faire le tiep, je vous le demande. Mais derrière cette petite blague, bien entendu, le sujet est assez sérieux et c'est important d'en prendre conscience. La mort des espèces aussi végétales, on observe une mort prématurée des baobabs, des acacias, etc. Ces arbres qui ont un rôle à jouer dans l'écosystème et qui n'ont pas à malheureusement mourir aussi. On observe aussi une avancée du désert. Le Sénégal fait partie des pays africains les plus affectés par l'avancée du désert. C'est un tiers des terres cultivables sénégalaises qui sont en train de devenir du désert. C'est de plus en plus de tempêtes de sable, y compris à Dakar. Je vous ai mis là un exemple de Lompoul avec des arbres qui sont plantés pour ralentir l'avancée du désert. C'est une solution d'adaptation au dérèglement climatique, mais ce n'est pas une solution suffisante si on ne traite pas le problème à la source, à savoir à travers les émissions de gaz à effet de serre. L'espoir de la végétalisation, parce que sur les sujets, que ce soit au niveau de l'avancée du désert, la salinisation, l'érosion côtière, les arbres ont un rôle à jouer. Parce que, par exemple, sur la zone nord du Sénégal, en plantant un projet qui a permis de planter des niayes, a permis de réduire la salinisation des sols et de restaurer certaines terres agricoles. Au niveau des mangroves aussi, on parle beaucoup des arbres en tant que puits de carbone, mais les mangroves sont aussi un écosystème très important, un puits de carbone très important pour réussir du coup à capter nos émissions de gaz à effet de serre. Aussi, un autre programme qui est lancé, c'est le projet de la Grande Muraille Verte, qui touche de nombreux pays, comme vous pouvez le voir à gauche, à travers l'objectif de planter une muraille d'arbres
qui part du Sénégal jusqu'à Djibouti, mais ce serait trop simpliste de la résumer à de la plantation d'arbres. Il s'agit aussi de créer des emplois verts, de restaurer des terres autour de cette muraille, de cette muraille, et de créer des arbres, de planter des arbres qui soient, excusez-moi, qui soient des arbres fruitiers tout simplement, qui permettent aussi d'améliorer, on va dire, la sécurité alimentaire des habitants autour de ces zones. Petite info d'ailleurs, les boues des mangroves captent du CO2, tandis que les feuilles issues des mangroves captent du CO2, tandis que les boues des mangroves captent du méthane. Donc c'est en ça que ça fait un puits carbone qui est très, très, très fort. Maintenant, en effet, la situation, elle est grave et j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur, mais j'insiste sur le point que ce n'est pas une fatalité parce que souvent, on commence d'ailleurs à parler de dépression et de problèmes psychologiques en lien avec la peur du dérèglement climatique. Et c'est vrai que la situation est grave, mais ce n'est pas une fatalité et il y a de l'espoir. Et l'objectif est justement d'en parler et de mettre en avant les solutions qui existent pour lutter contre le dérèglement climatique. Si jamais ce n'est pas clair, là on est en fin donc, de partie 2. Donc si jamais ce n'est pas clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat pour revenir sur certains points. Là on est plutôt bon au niveau des notes. Oui, bonsoir. Missira, très bien, merci. Est-ce qu'on peut interagir aussi directement au lieu d'écrire dans le chat? Alors, on essaie de maximiser les questions par écrite parce qu'on s'est rendu compte que ça permettait de répondre à plus de questions en même temps. Mais partagez-nous votre point quand même. Allez-y, allez-y. Non, c'est juste d'abord vous remercier, vous féliciter pour cet exercice assez quand même lourd, mais très clair par rapport aux orientations et les différents défis qui sont portés effectivement à cette problématique majeure, surtout pour nos pays au sud du Sahara, qui sont très impactés par ces phénomènes-là. J'ai pu aussi ajouter, par exemple, d'autres réflexions par rapport effectivement à ces changements, le rapport entre changement climatique et durabilité des entreprises. Quel outil? J'aurais pu poser la question autrement aussi. Quelles sont les actions des entreprises sur le dérèglement climatique, qui sont souvent des actions anthropiques? Effectivement, c'est des faits d'hommes, c'est des actions que les hommes sont en train de mener et qui impactent durablement sur ce phénomène-là. Juste pour vous signaler aussi par rapport à la première session que c'est quoi réellement le changement climatique. C'est vrai que tout le monde en entend parler, mais réellement, quel est, nous, au pays du sud du Sahara, ou les pays sahéliens, ou les pays du tiers-monde, l'impact de ce dérèglement climatique, alors que nous n'en sommes même pas, en fait, on ne porte pas, notre empreinte carbone est très faible sur l'émission de gaz à effet de serre et le changement climatique. Je ne sais pas si la situation pouvait aussi se voir comme ça, ou bien on attend que vous fassiez toutes vos présentations et qu'on puisse interagir. Il serait mieux d'interagir en tant qu'équipe de réflexion pour mettre en place quand même des actions peut-être futures qui peuvent nous permettre d'aller plus loin. Parce que l'impact est très lourd, Missira. Si vous savez déjà que le maintien à 2 degrés du réchauffement du globe terrestre va faire perdre en Afrique, dans les 2 décennies qui vont venir, 16% de sa production agricole et faire perdre presque 18 millions d'emplois. Je ne parle pas maintenant des autres phénomènes erratiques en termes de cyclones, en termes d'assèchement des terres, en termes effectivement de disponibilité de l'eau potable et tutti quanti. Voilà à peu près ce que je voulais apporter et qui n'est pas exhaustif, hein, parce que ma réflexion, j'ai essayé de faire un petit ramassis dans ma réflexion, mais il serait intéressant qu'on puisse avoir un atelier en présentiel et de réfléchir ensemble sur cette problématique-là. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Alors, c'est vrai qu'au départ, cette formation, on voulait l'organiser en présentiel à destination des participants du CityLab afin de leur fournir des outils
concret pour comprendre quel est le pourquoi auquel cherche à répondre ce programme. Finalement, on a décidé de l'ouvrir au plus grand public pour faire en sorte qu'un maximum de personnes soient sensibilisées. Et votre point, il est vrai, il est très, très pertinent. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'injustice climatique. Le fait que les pays du Sud sont les premiers à faire face aux conséquences du dérèglement climatique, alors que ils n'ont pas été les premiers à être les émetteurs de gaz à effet de serre. C'est un fait. Après, face à cette injustice, malheureusement, on est face à cette situation-là. Et on est aussi face à une situation où, si on prend le continent africain, les pays se développent à une vitesse impressionnante. Et donc, il s'agit de s'assurer d'utiliser les ressources qui sont à notre disposition, notamment solaires, pour avoir un développement qui soit cohérent avec les enjeux climatiques. En sachant que dans tous les cas, y compris les pays du Nord qui ont le plus contribué aux émissions de gaz à effet de serre, sont dans une recherche forte de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre actuelles. Donc la situation, elle est posée. Maintenant, c'est quels sont les choix que l'on décide de faire. Est-ce que l'on décide d'avoir un mode de développement qui va être uniquement carboné, ou alors il y a plusieurs choses à la fois. Pardon? Si vous n'intervenez pas, est-ce que vous pourriez couper les micros, s'il vous plaît? Merci. C'est bon, j'ai coupé le micro. Ok, super. Donc voilà, c'est juste ce petit point. Est-ce qu'on interagit sur la question? Je demande pourquoi l'Afrique aime toujours à concrétiser l'avantage de l'énergie solaire et éolienne. Alors, c'est une question vaste. Je pense qu'une formation de 2 heures ne pourra pas y répondre. Et par contre, je mets juste un point de vigilance à ne pas tomber dans un pessimisme excessif. Et aussi à regarder quels sont les bons éléments qui sont mis en place. Par exemple, en 2020, il y a le parc de Taïbandiaï, le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest, qui a été ouvert au Sénégal. Donc, je suis d'accord sur le fait que là, il faut toujours aller plus vite. Il faut toujours réussir à accélérer encore plus parce que l'urgence, elle est là. Mais pour ne pas tomber dans un pessimisme paralysant, il faut aussi pouvoir regarder quels sont les aspects positifs qui sont mis en place. Il y a, par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le média Afrique 21, AFRIK 21, qui envoie régulièrement des newsletters sur les projets de développement durable qui sont mis en place en Afrique. Et quand en fait, en fonction de l'œillère que l'on se met, parfois c'est pas volontaire, mais de là où on regarde, on peut avoir l'impression que rien n'avance ou que tout avance. Quand on regarde cette newsletter, on a l'impression qu'il y a un projet par jour presque. Alors que si jamais on regarde uniquement les médias au global, on a l'impression que rien n'avance. Donc c'est vrai que je pense qu'on est d'accord sur le fait que les solutions n'avancent pas suffisamment vite, c'est un fait, mais il y a des choses qui avancent. Il faut aussi s'appuyer sur ces éléments positifs qui nous permettent d'accélérer la mise en œuvre des solutions. Merci vraiment pour cette réaction et puis pour ces éclairages. Moi, je voudrais dire aussi que nous, en tant qu'entreprise du BTP, nous avons aussi une responsabilité sur ces aspects. Et aujourd'hui, nous essayons de déployer justement une stratégie de plaidoyer auprès des acteurs du BTP que sont l'ARMP, que sont la Géroute. Donc, tous ces acteurs que l'on côtoie, on est en train justement de les amener à peut-être rajouter dans les critères d'appel d'offres des aspects beaucoup plus importants sur la question du développement durable et d'incorporer justement des appels d'offres autour de l'éolien, autour du photovoltaïque. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, nous essayons véritablement de conscientiser tous ces acteurs clés pour que demain, nous puissions avoir beaucoup plus de projets autour de l'éolien et autour du solaire. Je pense que, voilà, à notre niveau, nous essayons en tout cas de pousser les choses dans ce sens. Et demain, voilà, c'est une manière aussi d'apporter une contribution à cette réduction des gaz à effet de serre. Donc ça, on pourra peut-être en parler un petit peu plus longuement dans les échanges. Mais sachez que nous sommes dans cette démarche de manière très concrète. Et du coup, on va en profiter pour avancer. Ça nous fait une bonne transition sur la durabilité des entreprises. On va donc essayer de voir dans cette partie quels sont les outils, en étant conscient sur le fait que c'est non exhaustif, mais des outils que l'on a voulu vous partager par rapport donc, oui,
sur les outils à utiliser pour enclencher une démarche de durabilité en entreprise. C'est 70% des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des entreprises, en prenant en compte les bâtiments de bureaux, en prenant en compte les produits, etc., etc. C'est un chiffre qui est fort. On ne peut pas dire que les entreprises n'ont pas de responsabilité sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce serait trop simpliste de s'arrêter là, parce que quelque part, on est aussi interconnectés. C'est-à-dire que les consommateurs, les clients, les citoyens ont une responsabilité d'une part et aussi un potentiel d'influence vis-à-vis de ces entreprises-là. Donc, ça touche aussi parfois, même si on est d'accord que ça ne fait pas tout, ça touche aussi parfois au choix que l'on fait en tant que consommateur. Et en tant qu'entreprise, pour enclencher une démarche de durabilité, il s'agit aussi de pouvoir utiliser les bons mots et les bonnes notions clés pour déployer ces stratégies-là. On va commencer avec la notion de développement durable. C'est quoi le développement durable finalement? Le développement durable a été défini de manière institutionnelle par le rapport de Brundtland en 1987. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc, c'est important de se dire qu'il y a aussi une notion d'avoir une vision. Il s'agit de se dire quel est l'effet que mon action va avoir aujourd'hui, demain, après-demain pour les générations qui vont arriver. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette définition, elle existe depuis 1987. On est en 2021. Et c'est pourtant assez récent que, on va dire, dans le débat public, le développement durable a pris, on va dire, de plus en plus de place. Pas suffisamment, mais de plus en plus de place. C'est assez récent. Plusieurs théories derrière ça, mais un lien fort qu'on peut faire, c'est le fait qu'on commence déjà à voir les conséquences du dérèglement climatique. On commence déjà à voir que c'est du sérieux. Et c'est peut-être aussi pour ça que on s'est mis à prendre un peu plus au sérieux la notion de développement durable. Mais ce que l'on voit, c'est une toute petite proportion de ce qui va arriver si jamais nous ne sommes pas suffisamment efficaces en la matière. Récemment, on va dire sur la dernière décennie, il y a les objectifs de développement durable qui ont été posés. Vous les voyez là, ces 17 carrés colorés que vous avez sûrement croisés à un moment, qui cherchent à poser des sujets clés sur lesquels il faut agir pour permettre d'avoir une démarche de développement durable. Certaines critiques de ces ODD-là disent que ce sont des ODD où finalement il suffit d'avoir n'importe quel type de projet et de cocher une case. On peut toujours aboutir à des dérives, c'est certain, mais il faut reconnaître que ça reste une base solide et surtout plus ou moins complète qui nous permet d'avoir un guide fort pour enclencher des projets durables. Là, nous sommes d'ailleurs sur le CityLab, on touche à l'ODD 17 quelque part, à savoir l'accélération des partenariats pour la réalisation des objectifs. Parce que tout type d'organisation que l'on soit, tout individu soit-il, seul ne peut pas agir. Il faut pouvoir monter des programmes de partenariat, des solutions partenariales qui permettent d'avancer plus fortement sur ces sujets-là. Au niveau des entreprises, il y a différents chemins qui permettent d'aboutir à un développement durable en entreprise. Le premier, ça va être la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui est définie par la norme ISO 26000 comme la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, qui prend en compte les attentes des parties prenantes, qui respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales de comportement et est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations. Donc, c'est important d'avoir en tête que, quelque part, lorsqu'on parle de RSE, on touche à l'environnement, on touche au social, mais on touche aussi à la gouvernance, à l'éthique, à la transparence. En sachant que les projets de RSE bénéficient généralement aux parties prenantes ou aux communautés externes à l'entreprise, et souvent sur les fonds propres de l'entreprise. Donc, ce n'est pas dans une démarche d'échange commercial. C'est en plus de nos actions commerciales qu'un projet de RSE se structure. Et la RSE fait partie du développement durable. Un autre chemin
pour aboutir au développement durable en tant qu'entreprise, c'est la durabilité. Ça, c'est une des définitions que l'on vous propose, qui est une stratégie enclenchée par une entreprise afin d'incorporer les enjeux de développement durable dans son business model, afin d'améliorer l'impact positif de ses activités commerciales. Eiffage est engagé dans une démarche de durabilité à travers la stratégie bas carbone. Ces projets de durabilité sont prévus en amont ou en parallèle de nos projets afin de réduire l'impact carbone interne et externe de l'entreprise. La durabilité fait partie du développement durable. Mais la distinction avec une stratégie de durabilité, c'est que dès les échanges commerciaux, c'est-à-dire dès le produit que l'on vend, on cherche à réduire l'impact carbone qu'il peut avoir. Ça va être, si on reprend l'exemple classique que je utilise souvent, ça va être de se dire que là, on a un bâtiment à construire. Comment utiliser un matériau qui va être meilleur pour l'environnement. Donc, on y revient, la terre cuite ou la terre crue, plutôt que d'aller sur du béton qui va avoir une mauvaise énergie thermique, etc., notamment pour le Sénégal, etc., etc. N'oubliez pas, si vous avez des questions, si des choses ne sont pas claires, je vous laisse les mettre dans le chat. Je vais donc avancer. Et ces stratégies de durabilité sont liées à la conscience des externalités positives et négatives qu'une entreprise peut avoir. Je vous ai donné donc 2 éléments de définition. Par exemple, ce qu'on appelle externalités positives, négatives, ça va être l'impact des entreprises qui ont un effet en dehors des frontières de l'entreprise, en particulier en dehors de sa comptabilité. Elles représentent soit un coût, soit un bénéfice pour une partie prenante externe ou pour l'environnement. Un autre angle de définition, ça va être une situation dans laquelle un agent économique provoque par son activité des effets négatifs ou positifs pour la société. En bref, ce sont les coûts cachés. Il y a quelques jours, le WWF a émis un rapport qui parle des coûts cachés du plastique. C'est-à-dire qu'on le sait, le plastique a un fort impact sur l'environnement quand il est mal utilisé, si par exemple c'est du plastique à usage unique, etc. etc. Mais le plastique a aussi un coût monétaire caché dans la gestion de ces déchets, un coût monétaire pour la société. Et ça, c'est une externalité négative, par exemple. Un autre exemple d'externalité, ça va être la pollution, ça va être les nuisances sonores, le recul de la biodiversité, etc. etc. Des externalités positives aussi existent. Après, en général, les entreprises sont à même de les monétiser, mais ça peut être aussi de la formation de personnel, de la formation de citoyens. Par exemple, si on met en place sur un chantier, des chantiers écoles. Donc, ce sont des chantiers où l'entreprise s'engage à réaliser son projet, par exemple la construction d'un pont. Mais si elle est en chantier école, c'est-à-dire qu'elle va s'engager à former des personnes qui ne s'y connaissent pas dans le domaine du BTP, afin qu'elles ressortent de ce chantier-là avec des compétences, des connaissances qu'elles peuvent réutiliser ultérieurement. Dans justement le plaidoyer bas carbone dont a parlé Missira, c'est un des sujets dont on parle afin d'améliorer, d'augmenter la formation en termes de BTP, etc., etc. La formation est cruciale dans tous les cas, notamment sur des enjeux de dérèglement climatique. Ça va toucher aussi ça va toucher aussi les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les personnes qui rédigent les appels d'offres. Si elles ne sont pas formées aux notions d'économie circulaire et des notions de durabilité, etc., elles ne pourront pas rédiger textuellement des éléments qui vont permettre aux candidats de proposer des variantes ou des projets bas carbone. C'est les situations d'ailleurs à laquelle on se retrouve actuellement, où sur des projets, on n'est pas en mesure, on n'a pas le droit de proposer des projets bas carbone alternatifs parce que c'est tout simplement interdit dans l'écriture même de l'appel d'offres. Ce n'est pas le cas sur tous les appels d'offres, mais c'est le cas sur une bonne majorité des appels d'offres. Donc aussi, il est aussi pour permettre d'accélérer la prise en compte donc, du développement durable de par les organisations, de par les entreprises, de par les pouvoirs publics, etc. Il est crucial d'améliorer la prise en compte comptable des externalités d'une entreprise pour accélérer les stratégies de durabilité. Des exemples de tentatives en ce sens sont visibles. C'est le cas, par exemple, au niveau du marché carbone, des normes ISO, des pénalités, etc., etc.
Là encore, oui, c'est perfectible, mais ça a au moins le mérite d'exister. Maintenant, il s'agit d'améliorer ces systèmes-là et de les déployer à grande échelle. Il y a une question. Maintenant, concernant le greenwashing, l'éco-blanchiment aussi, c'est un outil à maîtriser. Le greenwashing, c'est une méthode de marketing qui consiste à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique. Le but étant de se donner une image éco-responsable assez éloignée de la réalité. La pratique du greenwashing est trompeuse et peut être assimilée à de la publicité mensongère. Et c'est une frontière qui est assez fine parce que, quelque part, en tant qu'entreprise, une fois que des actions, on va dire, bas carbone, des actions environnementales sont mises en place, il est aussi normal d'en parler. Mais tout va se jouer dans la place que prend ces arguments écologiques dans la communication globale par rapport à la place que prend l'activité environnementale dans notre action réelle, quelque part. Et on le sait, de toute façon, les consommateurs, les usagers sont de plus en plus sensibles à ces pratiques-là. Et pour une entreprise qui utilise du greenwashing, ça peut très rapidement faire des bad buzz avec un coût, y compris comptable, très, très, très fort. Et c'est d'ailleurs ce que l'on cherche à éviter au quotidien, ce greenwashing. Ensuite, sur un autre petit bug également. Merci pour votre patience. Ça bug encore un tout petit peu. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur le chat. On devrait avoir suffisamment de temps en plus pour pouvoir discuter de vive voix à la fin de la présentation. Non, oui, c'est ça. Lorsqu'il y a une personne qui veut rentrer dans la discussion, ça me bloque. C'est juste que ça attend un petit peu. Donc, on va continuer sur une autre notion, l'atténuation, l'adaptation. C'est-à-dire que, voilà, on a cette situation de dérèglement climatique. Maintenant, il y a deux notions pour réagir face à ça. Soit l'atténuation, c'est celle qui doit être priorisée, à savoir la réduction et la limitation de nos émissions de gaz à effet de serre. La protection et l'amélioration des puits de carbone qui captent ce gaz à effet de serre. Un exemple pour illustrer, ça va être la gourde. Utiliser une gourde plutôt que sa bouteille plastique qui a une durée de vie de à peu près 500 ans, qui va mettre 500 ans avant d'être dégradée à la surface de la planète, plutôt qu'utiliser une gourde, ça va être une action bas carbone. Voilà, donc c'est un exemple pour vous permettre d'illustrer l'atténuation. Au niveau de l'adaptation également, c'est une autre notion qui permet en fait de s'ajuster au climat actuel ou attendu, ainsi qu'à ses conséquences. Un exemple pour illustrer ça, ça va être la maison sur pilotis pour anticiper soit la montée du niveau de la mer, voire des inondations. Donc, ce sont les deux philosophies clés autour du dérèglement climatique. Vous entendrez parfois le terme mitigation. C'est le mot anglais tout simplement pour atténuation. Ensuite, la définition de la ville durable que l'on vous propose, c'est celle de la Fondation Heinrich Böll, dans son rapport DUD, qui est que la ville durable au Sénégal, c'est la gestion transparente et inclusive d'une ville résiliente, respectueuse de l'environnement, accessible socialement et économiquement pour tous, afin de permettre aux générations actuelles et futures de respecter leur culture tout en vivant au mieux.
Donc là encore, un peu comme on le voyait tout à l'heure avec la notion de RSE, il y a différents sujets. Il y a la transparence, il y a la résilience, il y a l'environnement, il y a le social et il y a l'économique. Oui, exactement. Un outil 2, on va voir un petit peu des bases autour de l'empreinte carbone. Quand on parle d'empreinte carbone, finalement, de quoi on parle? On parle donc du coût carbone, du coût de la quantité des émissions de gaz à effet de serre qui ont été émises du fait de la réalisation d'un produit X. Par exemple, si on cherche à calculer l'empreinte carbone de 5 tonnes de ciment, on va obtenir notre donnée d'activité qui nous est fournie par des ingénieurs carbone. Par exemple, une tonne de ciment équivaut à 500 kg de CO2 et on va le multiplier par le facteur d'émission. Facteur d'émission ici, c'est le chiffre 5 parce que nous avons 5 tonnes de carbone. Donc très simplement, pour avoir l'empreinte carbone d'une action ou d'un produit X, il suffit d'obtenir la donnée d'activité et ensuite de la multiplier par notre facteur d'émission. Si on connaît la donnée d'activité d'un trajet Paris-Dakar, par exemple, et qu'on en fait 5 par an, eh ben, il faut avoir cette donnée d'activité d'un aller-retour et on la multiplie par notre fréquence de voyage. Là, par exemple, sur 5 tonnes de ciment, ça équivaut à 2500 kg de CO2 pour 5 tonnes. Maintenant, il faut aussi avoir en tête que le calcul de l'empreinte carbone, il a plusieurs dimensions. Ça va être ce que l'on appelle des scopes. Le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Sur le scope 1, ce sont les émissions directes qui proviennent, si on prend l'exemple de FH, des installations fixes ou mobiles situées dans le périmètre organisationnel ou contrôlé par l'organisme. Par exemple, la combustion de carburant pour faire fonctionner notre machine sur notre site. Mais si on regarde le scope 2, à savoir les émissions indirectes, ça va être les émissions issues de la production d'électricité ou de chaleur et qui sont donc importées sur notre site. Quand on fait fonctionner notre climatiseur, on ne voit pas sous nos yeux les émissions de gaz à effet de serre. Elles sont importées. En bref, le scope 1 et le scope 2, c'est en lien avec la consommation d'électricité et la consommation globale d'énergie. Maintenant, le scope 3, c'est celui qui est le plus difficile un petit peu à bien identifier parce qu'il touche à toutes les autres émissions liées au cycle de vie du produit, aussi bien au niveau des achats, aussi bien au niveau du transport et aussi bien au niveau de l'utilisation en fin de vie des produits et des services vendus. Donc, en bref, ça touche au cycle de vie de notre produit ou service. C'est en lien, ce scope 3, avec l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un concept qui pose le fait pour lutter contre le dérèglement climatique, il s'agit de limiter nos consommations de déchets et surtout de réutiliser nos déchets. Donc, en bref, c'est de faire en sorte que nos matériaux, nos produits ne deviennent jamais des déchets ou alors très tardivement. Et d'être dans une logique d'économie donc circulaire, comme là, vous pouvez bien le voir. Et cette économie circulaire, elle se conçoit dès la phase de conception. C'est dès le stade où on réfléchit à quelle va être l'action, le produit, le service que l'on va mettre en place qu'il s'agit de s'intéresser au cycle de vie de notre produit. Parce que sinon, il se peut que ce soit beaucoup trop tard. Si le design a déjà été posé en fonction du matériau que l'on va prendre pour construire une maison, par exemple, on ne pourra pas utiliser de la terre cuite ou de la terre crue, etc., etc. Ça touche aux produits, donc bien entendu, que l'on utilise. Ça touche aux critères de construction que l'on utilise. Là, je vous ai remis un petit peu l'exemple d'une bouteille en plastique pour mieux comprendre comment ça peut se passer. Ça va être aussi quels vont être les critères d'utilisation. Un produit qui ne va être utilisé qu'une seule fois et qui va être rejeté en tant que déchet, c'est un produit qui forcément ne va pas être très bon pour la planète. Au niveau de la fin de vie aussi,
il faut réfléchir à que va devenir mon produit en fin de vie et surtout, est-ce qu'il pourrait devenir mon produit initial? Est-ce que c'est clair sur, s'il n'y a pas de questions sur cet aspect? Ok. Donc voilà, donc c'est réfléchir de cette manière-là, un petit peu circulaire, à travers l'éco-conception, quels vont être les produits utilisés, la construction, l'utilisation et surtout la fin de vie. C'est une démarche qui va vous inciter à être dans une dynamique d'économie circulaire. Maintenant, on va parler de l'outil 4. L'outil 4, le local content. Je laisse monsieur en parler. Alors, il me semblait important de partager cette notion du local content qui est toute nouvelle et qui est liée en fait à l'implantation de nos projets gaz et pétrole récemment sur notre territoire. Et cette loi 2019-04, qui s'adresse plutôt à des structures qui vont intervenir dans ce domaine, pose quand même des notions importantes, il me semble, dans le cadre justement un petit peu de cette démarche dont on est en train de parler. Donc, le local content est une notion aujourd'hui qui met un petit peu les entreprises face à leurs responsabilités et leur demande surtout de prendre un certain nombre de mesures. Pourquoi finalement? Parce que ce local content, l'idée derrière étant d'augmenter donc la valeur ajoutée locale et la création d'emplois locaux dans la chaîne de valeur des industries. Comme je vous le disais, cette loi a plutôt ciblé les industries pétrolières et gazières grâce à l'utilisation de l'expertise aussi bien que des biens et des services locaux. Le deuxième point important de ce local content aussi, c'est de favoriser le développement du main-d'œuvre locale, qualifiée et compétente. C'est un aspect que Taman a abordé un petit peu avant, en parlant de la main-d'œuvre justement, qui peut être montée en compétence sur des nouveaux métiers et sur ces métiers justement autour du développement durable. Et le troisième point, c'est de développer également les capacités nationales dans les chaînes de valeur de l'industrie pétrolière par l'éducation, la formation, le fameux transfert de technologie et de savoir-faire et la recherche-développement. Donc aujourd'hui, je pense que cette loi qui aujourd'hui est beaucoup plus axée sur ce type de service porté pour les entreprises de gaz et pétrole, je pense que toute entreprise, quelle qu'elle soit, doit aussi raisonner de cette manière-là dans le déploiement de ses activités sur le territoire national. Et la petite remarque que l'on voulait partager avec vous, c'est que concernant les innovations en fait durables d'une région à l'autre, le transfert de technologie, c'est ce qu'on vous disait, il est parfois crucial, mais il peut aussi ne pas être adapté. Donc, il faut être vigilant et aussi être à l'écoute, je dirais, de nos chercheurs, de nos personnes qui travaillent dans le milieu universitaire, qui ont aussi des idées extraordinaires en termes d'innovation et qui pourraient effectivement proposer des solutions innovantes. Le point 5 est évidemment de s'appuyer aussi sur le contexte politique national et surtout sur les aspects juridiques nationaux. Donc, à travers la contribution déterminée au niveau national qui découle de l'accord de Paris, il y a des engagements que le Sénégal a pris afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, comme vous le voyez, entre 7 et 30% d'ici 2030, et de réduire également ses émissions de déchets de 11 à 65% d'ici 2030. C'est un outil national et je pense que, quelle que soit la démarche qui est menée, nous devons nous inscrire dans cette contribution déterminée de niveau national. Mais il y a également le plan climat, énergie territoriale de la ville de Dakar, qui a été clairement énoncé, et l'objectif étant de réduire donc de 25% les émissions de gaz à effet de serre de la ville de Dakar d'ici 2025 et de 55% également d'ici 2050. Donc vous voyez qu'il y a des engagements forts qui sont pris par notre État et qu'il affiche très clairement. Autre projet également de taille est celui de Promoged, donc de la décharge de Mebeus, où là il y a un grand projet de réhabilitation de cette décharge
avec des unités de tri et de compostage de déchets. Et il y a un certain nombre d'infrastructures de traitement des déchets qui sont en cours de réflexion pour justement arriver à trouver des solutions par rapport à cette problématique déchets que nous avons et que nous vivons au quotidien au niveau du Sénégal. À côté de ça, vous avez aussi des politiques internationales européennes. Vous en avez peut-être entendu parler de cette fameuse taxonomie européenne qui est en train de voir le jour et qui va connaître une mise en application courant 2021, d'ailleurs, je crois, 2022, et qui s'inscrit justement dans le financement de projets qui vont aller vers des solutions bas carbone. Donc, vous voyez que dans cette taxonomie, nous allons avoir donc des projets qui vont être de plus en plus financés par rapport à leur impact environnemental et surtout par rapport à effectivement leur impact en termes de réduction des gaz à effet de serre. Donc, vous avez quelques exemples d'infrastructures type en matière de bâtiments, de transport, d'industrie, de fourniture d'énergie, d'eau, de déchets et d'assainissement qui sont concernés par cette taxonomie européenne. Les politiques nationales, écoutez, ça c'est vraiment les documents de référence qui font partie des lois et des planifications nationales. La loi portant code de l'environnement, que vous devez tous connaître, qui est là également pour orienter les activités en matière de protection et de préservation de l'environnement. La loi d'orientation sur les énergies renouvelables, donc pour promouvoir, quelqu'un en a parlé d'ailleurs dans le chat, il faut promouvoir le développement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire donc, du Sénégal. Vous voyez qu'il y a quand même un texte juridique qui existe dans ce sens. Donc, on n'a pas rien, on a vraiment quelque chose de légal. Et à partir de là, je dirais que des programmes peuvent véritablement être lancés au Sénégal. Et puis, vous avez le plan Sénégal émergent avec le PSE vert qui est en train de justement de se structurer et qui est en train de mener une démarche collaborative puisqu'il a associé tout un ensemble de parties prenantes afin de réviser ce PSE vert. Nous y sommes associés d'ailleurs et cette démarche est fort intéressante parce que là, on est véritablement dans une démarche de dialogue avec les parties prenantes, avec le secteur public, avec le secteur privé. Et je pense que cette démarche doit être fortement saluée parce que c'est comme cela que nous arriverons, à mon avis, à construire justement un Sénégal un peu plus vert dans les années à venir. Notre retour d'expérience en termes de bas carbone. Taman vous l'a expliqué, nous nous sommes engagés dans une stratégie bas carbone. Cette stratégie bas carbone, elle passe effectivement par une démarche environnementale dans laquelle l'entreprise s'est engagée à travers sa norme ISO 14001. Donc, depuis le 2009, nous sommes certifiés et nous prenons des engagements lorsque nous avons un marché en matière de qualité de l'air, d'eau, de sol, de faune et flore et de déchets. Mais ce qui est important de noter, c'est que demain, c'est surtout ça, c'est qu'est-ce qui va se passer demain? Et ce qui se passe demain, c'est que nous avons conscience fortement que nous allons devoir parler un petit peu plus à travers ces plans de gestion environnementaux et sociaux. Nous allons devoir parler un peu plus d'énergie et de biodiversité. Et là, on est absolument complètement en phase avec les objectifs de développement durable. Et ces deux aspects aujourd'hui que l'on voit, mais qui sont pratiquement pas abordés dans ces plans de gestion environnementaux et sociaux, vont devoir prendre une autre place. Nous en sommes conscients. Et ça, c'était juste pour vous expliquer un petit peu comment cette maîtrise justement du tri et des déchets de chantier peut se faire sur nos projets, mais également notre maîtrise en termes de déversement de polluants pour parer à toute situation d'urgence. Autre exemple, voilà, clé, c'était, là, vous pouvez voir effectivement des kits absorbants. L'autre point important à aborder, je vous laisse Taman en parler, oui. C'est concerne les émissions carbone qui sont liées à nos activités du BTP. Alors, au niveau un bilan carbone a été fait par FH Group et ça nous a permis de comprendre à quel point les émissions de carbone de l'entreprise du BTP se trouvent surtout en phase amont, sur la partie scope 3. C'est-à-dire,
nos liens avec les fournisseurs, nos liens avec nos clients, les matériaux qu'on utilise, les critères auxquels on répond, etc. etc. C'est, comme je vous le disais d'ailleurs, je crois tout à l'heure, 80% des émissions de carbone qui reposent sur le scope 3, donc 40% dépendent des matériaux utilisés. Donc, c'est en ça que ce plaidoyer bas carbone, ces démarches de formation que l'on mène, ont pour objectif de sensibiliser largement à la démarche vers laquelle on peut aller, pour se connecter aux démarches aussi existantes, afin d'avancer ensemble. Parce que quand, en tant que constructeur, on répond à un appel d'offres sur lequel les critères ne nous permettent pas de faire des variantes, ou alors sur lesquels on est obligé finalement d'utiliser tel type de matériaux, ça fait que même en ayant la volonté d'aller vers un certain type de démarche, on ne pourra pas y aller. Maintenant, lorsque l'on s'est du coup lancé sur la stratégie bas carbone, au Sénégal, ça fait depuis 2019, fin 2019 qu'on s'est lancé. Dessus, on a commencé par lancer un programme qui s'appelle le programme Sequoia. Sequoia Afrique, c'est une plateforme en ligne qui est toujours ouverte, sur laquelle vous pouvez déposer vos solutions de PME, de grandes entreprises, en bref, vos solutions bas carbone sur lesquels vous aimeriez que nous travaillions ensemble. Ça nous a permis surtout d'avoir un bon premier retour d'expérience. Parce que lorsqu'on parle de dérèglement climatique, lorsqu'on parle de durabilité, etc., on parle aussi d'innovation. Parce qu'il y a certaines solutions qui, surtout, on parle d'un besoin existant auquel il faut qu'on trouve une solution. Pour trouver une solution, il y a des solutions qui étaient existantes et qui sont en train de disparaître parce qu'on les oublie. Et il y a des solutions qui doivent être créées. Et c'est pourquoi, dans cette démarche d'innovation, notre premier objectif était de pouvoir identifier quels étaient les acteurs en présence. On a donc lancé un appel à solutions avec 4 lauréats sélectionnés, sur lesquels que nous sommes en train de mettre en œuvre lorsque c'est possible. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que pour certains acteurs, ils n'étaient pas encore prêts, dans le sens où leur solution existe, elle est prototypée, mais par contre, elle ne peut pas être mise en œuvre. Elle ne peut pas encore être mise en œuvre à l'échelle. Sur des sites sur lesquels on aurait aimé mettre en place leur solution, ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas eu les financements au bon moment, parce qu'ils n'avaient pas encore fait de tests, etc. etc. Donc, quelque part, le retour d'expérience que l'on peut faire dessus, c'est l'urgence et l'impératif à ouvrir des espaces sur lesquels les startups, les PME peuvent mettre en place leurs solutions pour gérer convenablement les risques. Alors, une question, quelle est l'autorité en charge du contrôle des émissions de carbone et des déchets des entreprises au Sénégal? C'est à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons aussi voulu sensibiliser rapidement nos salariés en lançant la Startbox bas carbone, qui est un challenge d'idées sur le bas carbone, où pendant une période donnée, on est allé sur les chantiers afin de demander aux salariés quelles sont leurs idées de projets à mettre en place autour du dérèglement climatique. De ça, nous avons réussi à identifier un corpus de projets qui sont en train d'être mis en place. C'est assez divers. Ça touche à la mise en place de projets d'agriculture urbaine, comme là, nous sommes en train de mettre en place des tables de micro-jardinage. Ça touche aussi au remplacement des bouteilles plastiques à travers le déploiement de gourdes. Ça touche aussi à l'utilisation de plus de matériaux de type terre. Là, nous sommes sur un projet de RSE de bâtiments en terre crue, qui va être laissé ensuite aux habitants environnants à la fin de notre projet, etc. etc. En bref, l'important, c'était donc de tester l'écosystème interne et de tester l'écosystème de tester l'écosystème externe et de tester l'écosystème interne à travers nos salariés. Aussi, le groupe Eiffage a des fonds de financement de solutions d'innovation. Comment ça fonctionne et dans quelle mesure on peut les mettre en place? Le fonds EFAS, c'est un fonds de financement qui vise à pousser en appel d'offres une solution bas carbone qui va être mise en place pour la première fois si elle coûte plus cher qu'une solution haut carbone. En fait, c'est partir du principe que dans un contexte où l'écosystème débute, on va dire, en termes de proposition de solutions bas carbone, il peut arriver que des solutions bas carbone soient plus chères,
soit parce qu'il faut rembourser les coûts de production, les coûts de recherche et développement, etc., etc., ou alors elles n'ont pas encore pu bénéficier d'économies d'échelle pour assainir leurs coûts. En bref, dans ces situations-là, si la solution coûte plus cher, l'objectif du fonds EFAS est de financer la différence de coût. Et c'est valable une seule fois. Le problème, c'est qu'actuellement, nous n'avons pas pu l'utiliser en appel d'offres, en partie pour les raisons que je vous ai précitées, à savoir que si on ne peut pas mettre en place des variantes bas carbone, même si on a des idées on a des projets de bas carbone à mettre en place, c'est plus difficile. Ou alors, si la solution n'a pas pu atteindre la maturité nécessaire parce qu'elle n'a pas eu accès au financement, etc., on ne peut pas non plus la proposer. On a aussi le fonds Sidinov, qui est un fonds d'innovation qui vise à donner un coup de pouce à l'innovation en interne, c'est-à-dire que si on a une structure avec laquelle on pourrait lancer un programme de R&D ou une solution à mettre en place sur un site, etc., il y a ce fonds-là qui peut financer partiellement jusqu'à 50% maximum de la dépense éligible à ce fonds-là. Ce sont des fonds coup de pouce qui sont là pour quelque part aussi démontrer on va dire, de la volonté de l'entreprise à mettre en place des projets bas carbone, de ne pas uniquement être dans les mots, mais d'être aussi dans les faits. Ce ne sont pas des fonds qui ont vocation à se substituer à des fonds de financement publics. Parce que notre métier n'est pas celui d'un financeur. Donc, c'est quand même important de le préciser. Aussi, au niveau du dialogue avec les parties prenantes, notre retour d'expérience, je te laisse en parler, Mithira. Alors, sur le dialogue avec les parties prenantes, c'est vrai que c'est un petit partage d'expérience. Aujourd'hui, nous avons bien compris que toute cette question aussi du bas carbone, elle est liée à du dialogue avant tout. D'ailleurs, le programme CityLab est complètement inscrit dans cette démarche. Nous réunissons plusieurs acteurs autour d'une table et nous parlons de ces sujets. Et il se trouve que ce dialogue avec les parties prenantes, c'était juste pour partager avec vous ce que nous constatons sur nos projets, où de plus en plus, nous avons dans nos appels d'offres une partie liée à ce dialogue qui est primordiale. C'est-à-dire qu'en amont du projet, avant même de démarrer, nous devons aller dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la gouvernance, le préfet, l'imam, le chef religieux, tout un ensemble d'acteurs qui sont au cœur de la réussite de nos ouvrages. Et pour cela, nous avons des profils qui sont maintenant de plus en plus présents et qui sont même demandés dans certains projets, pas tous. Donc, c'est vraiment le début de ce type de demande que l'on voit apparaître. Ce sont des responsables genre et développement qui vont justement jouer ce rôle. Mais nous avons aussi un autre type, je dirais, de profil que l'on appelle les officiers de liaison communautaire, les Community Liaison Officers, qui, pareil, vont jouer ce rôle auprès des communautés riveraines. Et ce que nous menons dans le cadre du dialogue avec nos parties prenantes, à la limite, c'est ce que nous faisons aujourd'hui à travers cette formation. Comme je vous le disais, les plaidoyers bas carbone que nous menons auprès de nos parties prenantes, puisque nous avons cartographié nos parties prenantes, c'est du dialogue avant tout. C'est se retrouver, discuter des sujets et voir quels sont les enjeux que nous pourrions avoir d'un côté et de l'autre et qui pourraient nous amener à peut-être faire des projets communs. La formation bas carbone maison qui a été donc montée au sein d'EFAS Sénégal est une formation également que nous utilisons pour rentrer en dialogue avec nos parties prenantes. Donc, voilà plusieurs, je dirais, façons d'aborder le sujet et d'aller à la rencontre de l'ensemble de nos parties prenantes. Il y a un autre point également, puisque je sais qu'il y a une session récemment, Taman, on nous avait posé la question, qui était de dire, mais est-ce que vous avez des indicateurs propres à votre entreprise en matière de bas carbone et comment est-ce que vous les mettez en œuvre? Effectivement, l'avantage, je dirais, de nos grosses organisations, de notre structure, c'est que nous avons déjà une dynamique autour d'un système de management. Et ce système de management, donc intégré à l'entreprise, nous permet tout de suite d'inclure dans nos processus des indicateurs bas carbone. Donc là, c'était juste pour vous citer quelques indicateurs clés, mais qui sont aussi des indicateurs, vous avez peut-être dû entendu parler du reporting extra-financier.
La plupart des grosses entreprises de la place ont cette obligation vis-à-vis du groupe auquel elles dépendent, d'avoir un reporting extra-financier. Et donc ça, c'est juste une petite liste d'indicateurs clés que vous pouvez avoir, mais nous allons plus loin. Nous, on a des indicateurs, comme je vous le disais, dans nos processus de management qui, justement, nous engagent à faire un certain nombre, à mettre en œuvre un certain nombre de projets bas carbone dans nos activités, à également faire du parrainage de projets, du parrainage réalisé par les salariés eux-mêmes de l'entreprise. Donc, nous avons, je dirais, tout un ensemble d'indicateurs clés autour du bas carbone qui permettent, je dirais, de conscientiser nos collaborateurs et de les rendre complètement ambassadeurs de ces questions. Pour un petit peu clôturer donc ce retour d'expérience-là, le City Lab Sénégal, qui est le programme dans le cadre duquel on propose cette formation, donc, et aussi dans cette optique-là, c'est aussi le fruit du retour d'expérience qu'on a pu mener sur l'innovation autour du bas carbone, etc. C'est que de toute façon, il est crucial de s'associer avec d'autres parties prenantes. Et la philosophie du programme, c'est donc d'utiliser ces outils d'intelligence collective afin d'aboutir à des projets qui soient communs, publics et privés. Pour suivre l'évolution du programme CityLab Sénégal, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook, sur lequel on va régulièrement mettre en place on poste régulièrement des actualités et peut-être en fonction aussi des retours de cette première session, pourquoi pas proposer d'autres formations ou alors des petits webinaires à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est sur ces sites-là que vous pouvez un petit peu suivre nos actualités avec le premier atelier de travail qui aura lieu la semaine prochaine. Merci beaucoup. Dieu de Jeff, comme on dit. Je ne le dis pas très bien. Je terminerai quand même très rapidement sur une certaine vision, parce qu'une fois qu'on a vu ça, on est passé par des notions très, très lourdes, parce que la situation est grave. On peut pas s'empêcher de le dire. Mais il y a de l'espoir et surtout, ça dépend de la vision que l'on cherche à se poser. Ça, c'était un exemple de vision qu'on cherchait à vous proposer. Quelque part, le chemin vers les villes et infrastructures durables est en marche au Sénégal. Osons imaginer encore plus loin, avec des espaces résilients climatiquement grâce à la mise en place de solutions bas carbone innovantes, à même de redynamiser l'emploi, en particulier chez les jeunes. Un Sénégal qui réussit à réduire sa facture énergétique en rénovant énergétiquement ses bâtiments et en construisant du neuf via des matériaux durables adaptés au climat sahélien. Un Sénégal au tissu économique revitalisé par la création de start-up innovantes, créatrices d'emplois et commercialisant des solutions bas carbone. Les dites solutions étant mises en œuvre dans les projets d'infrastructure du pays, en termes de transport en commun, pavés issus de déchets plastiques ou pneumatiques, etc., etc. Un Sénégal dans lequel on retrouve des îlots de fraîcheur végétalisés et des espaces d'agriculture urbaine et de micro-jardinage dans ces grandes villes, où des fontaines d'eau potable sont accessibles à travers le pays afin de permettre aux usagers de remplir épisodiquement leurs gourdes, réduisant ainsi la consommation nationale de plastique. En somme, un Sénégal qui déroule une économie bas carbone stimulante aux solutions climatiques résilientes et en perpétuelle innovation. En sachant que ce n'est pas une douce utopie, c'est maintenant que ça doit être pour la dernière, ce n'est pas une douce utopie sur le Mbakombel, l'éco-village de Mbakombel. Merci à nouveau pour votre patience, ça bug encore. Et ça, c'est un extrait d'un article du PNUD sur l'éco-village de Mbakombel au Sénégal. En 2018, c'était 500 éco-villages qui ont été recensés au Sénégal. C'est pourquoi tout à l'heure, dans ma réponse, j'insistais sur l'importance de regarder aussi ce qui fonctionne et ce qui est source d'espoir. C'est souvent perfectible et c'est forcément perspective parce que rien n'est parfait, mais il est important quand même de regarder les choses qui peuvent nous faire sortir d'un pessimisme paralysant. Là, on a l'exemple de l'éco-village de Mbakombel au Sénégal, où désormais à Mbakombel, une mini-centrale électrique alimente les maisons en électricité. Des biodigesteurs produisent du gaz et de l'électricité à partir de fertilisants organiques comme les bousses de vache. Une petite boulangerie fonctionnant avec soit le biogaz ou butane produit environ 40 pains par jour, ainsi que des goûters pour la cantine scolaire et les enfants.
L'énergie solaire a permis d'améliorer le niveau de scolarisation des élèves avec un taux de réussite de 100% au CEFE et de faciliter l'accès à Internet aux enseignants et élèves. Le village dispose désormais d'une boutique énergie permettant de limiter l'usage des prises électriques dans les maisons. Le projet a également révolutionné les techniques de cuisson par l'introduction de cuiseurs solaires, des foyers améliorés en banco, reconnus plus avantageux sur le plan de la santé publique, d'éviter certaines maladies des yeux et les infections respiratoires. De plus, la cuisson des aliments est plus rapide. Ainsi, les femmes et les jeunes filles mettent à profit ce gain de temps pour renforcer leurs capacités. L'utilisation des fourneaux améliorés a des effets significatifs sur l'environnement. En tenant compte de la consommation moyenne en bois énergie de 10 kg par ménage et par jour, les foyers en banco améliorés réduisent la consommation de bois de chauffe d'environ 40%. Il en ressort donc que le prélèvement évité grâce à l'utilisation d'un foyer en banco est de 1460 kg de bois énergie par an et par ménage. De plus, la fabrication des foyers en banco représente une importante source de création d'emplois verts pour les femmes, les jeunes. L'ensemble des ménages disposent de foyers en banco plus économes en bois de chauffe par rapport aux fourneaux traditionnels. Donc voilà, on tenait juste à vous mettre ce petit extrait pour finir sur une note positive. Et une dernière note, vraiment une dernière note positive, qui est celle de l'engagement. C'est-à-dire que là, voilà, on a parlé des différentes actions qui peuvent être mises en place aussi bien à un niveau individuel qu'à un niveau de l'entreprise, mais on a aussi parlé d'influence individuelle. Et c'est pourquoi je vous mets au défi de mener 5 discussions sur le dérèglement climatique autour de vous d'ici un mois, afin de mettre en place, d'actionner votre potentiel d'influence par rapport au dérèglement climatique. Votre challenge, si vous l'acceptez, est celui-ci. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors là, comme il nous reste 20 minutes, je vous propose, s'il y a des questions même orales, d'intervenir. Vous pouvez lever la main pour engranger des discussions entre nous. Merci pour la remarque de papa Ismaëla. Alors, je précise que face au problème de survie, de développement, de pérennité, il demande quelle est la meilleure stratégie à mettre en œuvre pour qu'au moins la moitié des entreprises fassent comme Eiffage et prennent en compte ces aspects importants de la durabilité. Ben, écoutez, nous sommes en train de lancer le mouvement, hein, on va dire ça comme ça. Et puis nous espérons que derrière, effectivement, les autres entreprises, ben, écoutez, il y aura un effet d'entraînement qui se passera. Et voilà, on sait qu'on a notre petit bâton de pèlerin là, et on essaie de semer petit à petit cette démarche à tous les niveaux. Mais voilà, écoutez, nous, ce qui est important, c'est de véritablement être en cohérence avec ce que nous essayons d'appliquer en interne également. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Alors, Axel dit partout en ville, des immeubles montent comme des champignons et à chaque fois, lorsque c'est terminé, on voit des climatiseurs. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est bien vrai. Pourquoi il y a 2 volets à vraiment accélérer? Ça va être c'est la construction de bâtiments neufs, parce qu'il y a 2 personnes sur 3 vivront en ville en 2050. Donc, les villes sont amenées à grandir. Donc, il y a des bâtiments à construire, mais il y a aussi des bâtiments à rénover, parce que la consommation énergétique des bâtiments qui sont mal isolés, c'est une très forte source d'émissions de gaz à effet de serre que l'on peut réussir à réduire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la terre cuite et la terre crue, c'est souvent assimilé en fait un petit peu à une notion de pauvreté dans notre culture. Il faut quand même le reconnaître. On a du mal encore à se dire que l'on va réaliser sa propre habitation familiale en terre cuite ou en terre crue, parce que ben voilà, on a une perception qui est un petit peu différente. Donc, c'est vrai que tous les programmes de vulgarisation de ces techniques que l'on a pu accompagner, par exemple, dans le nord du Sénégal, c'était finalement souvent dans les zones reculées que ces programmes arrivaient quand même à avoir un certain écho. Et dès qu'on se rapproche des villes, là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué.
Très bien. Donc, dans ce cas, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va s'arrêter là. Merci à vous pour votre présence jusqu'au bout. Il y a eu des exemples de tentatives, on peut ajouter aussi dans les tentatives le principe du pollueur-payeur. Oui, c'est vrai. C'est une excellente remarque. C'est une excellente remarque. Je rajoute simplement le fait que la meilleure énergie est celle qu'on ne produit pas. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas également. Et donc, le système de pollueur-payeur et d'autres systèmes alternatifs viennent en bout de chaîne. L'objectif premier est d'éviter les émissions. Il y a des émissions que l'on ne peut pas éviter. Et dans ce cas, en effet, des systèmes, par exemple le pollueur-payeur, par exemple le marché carbone, etc., sont vraiment des systèmes à pouvoir accélérer, mais c'est important de garder en tête l'objectif. Et c'est vrai d'ailleurs pour tout type d'innovation. Lorsqu'on parle d'innovation, on a souvent le réflexe de penser qu'il s'agit de quelque chose de très, très technologique ou de très, très compliqué. Mais quelque part, innover, la racine d'innover, c'est de répondre à un problème. Le problème dont on traite actuellement, c'est celui du dérèglement climatique. C'est celui de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, il s'agit de rester focus sur cette réduction-là. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous. Pour votre présence et vos réactions également. En effet. Et si vous vous êtes inscrit via le lien Factory Make Sense, vous allez recevoir un petit formulaire que vous pouvez répondre de satisfaction, en quelque sorte, pour savoir si vous avez apprécié et aussi et surtout, quelles sont vos pistes d'amélioration pour améliorer l'événement et savoir comment, pour la prochaine fois, on pourra faire mieux. La première question, c'est comment mesurer notre empreinte carbone. Donc, on a décidé des outils. C'est le calcul carbone. Le calcul carbone. L'outil pour calculer notre empreinte carbone, c'est le calcul carbone en identifiant ses sources d'émissions. Alors, ça va être les sources énergétiques. Quelles sont les sources énergétiques d'émissions? Mais ça va aussi et surtout utiliser, comme on l'avait vu un tout petit peu plus tôt, la segmentation en différents scopes. Exactement. Les 3 scopes. Parce que souvent, et le plus gros des émissions, en tout cas c'est le cas pour une entreprise du BTP, le plus gros des émissions se situe sur son cycle de vie du produit, c'est-à-dire en amont et en aval de sa construction. Nous, on a un constructeur, on est sur notre chantier, mais c'est en amont et en aval que finalement nos émissions se déterminent. Donc, il y a des cabinets spécialisés qui permettent de faire ces calculs. Donc voilà, merci encore. N'oubliez pas votre petit défi, 5 discussions sur le dérèglement climatique autour de vous. Si vous voulez suivre les actualités du Citylab, c'est sur Instagram, Facebook et Make Sense, Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous voulez aussi suivre les actualités de FH, de Make Sense, ça va être sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et Facebook principalement. Merci à tous. Nous allons nous arrêter là. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais attendre un petit peu. Merci. Merci beaucoup, Fanta. Merci. Merci. J'ai raté la dernière intervention. J'ai eu à me déplacer. Je suis constable de la Guinée-Conakry, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, monsieur Baldé. Voilà, c'est ça. Je suis membre fondateur d'ILOET qui évolue dans le domaine de la préservation environnementale et aussi le développement communautaire. Donc, je suis vraiment
très impressionné par votre présentation avec tous ces détails qu'on a obtenus. Voilà, ce serait vraiment intéressant d'obtenir la présentation pour pouvoir mieux lire encore, voilà, obtenir plus de détails dans la lecture, quoi. Très bien. Donc, éventuellement, en termes de partenariat, c'est aussi intéressant de pouvoir savoir en termes de RSE, qu'est-ce que vous proposez aux ONG, parce que la société civile aujourd'hui, en matière de préservation environnementale, elle a un grand rôle à jouer parce que les ONG ont des contacts directs avec les communautés qui sont impactées grandement par le réchauffement climatique et le changement climatique et tout. Donc, tant sur l'aspect social, économique et aussi environnemental, avec la dégradation des forêts et la partie RSE, le lien entre la responsabilité sociale des entreprises et comment est-ce que les ONG peuvent aider à implémenter les politiques de RSE de ces entreprises. Donc, nous sommes ouverts à ces genres de collaboration et en Guinée, je ne crois pas que vous ayez un grand bureau et phase en Guinée, mais je ne sais pas quelles sont les possibilités éventuellement. On peut peut-être échanger déjà sur vos réalités, sur votre contexte, sur les enjeux. Ça peut être intéressant d'échanger sur le sujet. On a votre adresse email, hein, puisque vous nous l'avez donnée, hein, forcebalde@gmail.com, et on va vous envoyer un petit mail, et puis on peut échanger par mail dans un premier temps. C'est vrai que ce partage déjà va nous permettre un petit peu d'identifier déjà vos réalités qui sont peut-être qui se rapprochent sûrement des nôtres, mais qui sont peut-être un peu différentes. Mais les ONG font partie des acteurs clés justement dans le dialogue et dans la mise en œuvre de solutions bas carbone. Nous avons des projets ici, en tout cas, qui sont partagés avec des structures qui travaillent avec des ONG et qui font un excellent travail sur le terrain. Donc, oui, ça nous parle. On a obtenu un trophée, le trophée West Africain de la durabilité qui a été décerné par une organisation anglaise qui fait le monitoring un peu dans ce domaine. C'était en 2014 et en 2018. D'accord. D'accord. Nous sommes vraiment intéressés. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer un mail, d'accord? Parfait. Et comme ça, puisque je l'ai noté, et puis on va échanger sur le sujet directement, Monsieur Baldé. Ça vous va? Ok, ça va. Merci vraiment pour cette opportunité. Merci pour votre écoute. Merci. Alors, pour les questions par rapport à la présentation, comme elle est en constante évolution, on ne l'envoie pas là. Après, on va sûrement envoyer une petite version allégée si vous vous êtes inscrit via le lien Make Sense, parce que ça nous permet d'avoir vos adresses mail. Si tel est le cas, on pourra vous envoyer une version avec les points clés. Et une vidéo de la formation sera disponible aussi. Oui, on est même en avance. 2 heures. Oui, ça dure 2 heures. Il y a encore 13 personnes qui sont connectées. Tac, tac, tac. C'est quoi? Dodogay, Yannick, Youssoufgaï. Je pense qu'on va pouvoir clôturer la séance. Donc, on va clôturer la séance. Merci à tous. Au revoir.